Le récit fantastique est un genre narratif susceptible, comme beaucoup d'autres, de se concrétiser sous la forme d'un texte, d'un spectacle théâtral, d'un film ou d'une bande dessinée. Surtout lorsqu'il s'agit d'un récit littéraire, il propose au lecteur un jeu relativement subtil, plus subtil en tout cas que celui auquel le convient bien des genres voisins, comme le conte merveilleux, le thriller, la science-fiction ou l'heroic fantasy. Voyons donc quels sont les traits génériques du récit fantastique. Le premier, bien sûr, c'est l'intervention d'un être ou la manifestation d'un phénomène fantastique. Par là, il faut entendre un être, un phénomène à la fois irrationnel et inquiétant, sinon terrifiant. Pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre. En effet, dans les contes merveilleux, dans l'heroic fantasy, il y a des événements irrationnels, des créatures qui n'existent pas dans l'univers où nous vivons. Mais, en raison de leur multiplicité, ils ne suscitent guère le sentiment d'angoisse devant un danger inconnu, en tout cas dans le chef du lecteur adulte. S'ils font peur parfois, cette peur-là est une émotion beaucoup plus superficielle, plus passagère, moins troublante que celle provoquée par le fantastique. Par ailleurs, dans le thriller et dans certaines œuvres de science-fiction, se rencontrent des êtres ou des actes effroyables, mais leur existence a une explication. C'est le propre du récit fantastique de faire naître l'inquiétude et parfois d'engendrer l'effroi avec un peu d'inexplicable. Les autres caractéristiques découlent de celle-là. Ainsi, la plupart des récits fantastiques situent l'action dans un cadre spatio-temporel assez réaliste. Le lecteur peut se dire « ce lieu, cette époque existent ou ont existé, ils font partie de mon univers, même si je n'en ai pas une expérience personnelle ». De même, ces récits présentent-ils des protagonistes qui n'ont rien de surnaturel et qui sont souvent les narrateurs de l'histoire. Il s'agit parfois de gens tout à fait ordinaires, parfois d'individus un peu plus excentriques, mais peu disposés à croire en l'irrationnel. Dans ce cadre réaliste, voire familier, plus souvent rassurant qu'inquiétant, survient un phénomène incompréhensible pour le héros, où se manifeste une créature en l'existence de laquelle il ne croyait pas. C'est cela, cette irruption de l'irrationnel dans un univers raisonnable qui engendre l'inquiétude. Dans un tel univers, en effet, certaines choses sont a priori impossibles. Les morts ne fréquentent pas les vivants, la matière n'agit pas comme les êtres humains, le rêve est distinct de la réalité, la mort ne prévient pas avant de frapper, personne ne conclut de pacte avec le diable, le temps ne s'arrête pas ni ne s'inverse, nul ne pénètre dans la 4e dimension. Or, précisément, arrive ce qui ne peut arriver. Des revenants de toutes sortes hantent le monde, des maisons, des objets s'animent, le monde onirique n'est plus distinct du monde de la veille. La mort se matérialise, les puissances infernales proposent d'abominables contrats, les hommes sont victimes des caprices du temps et de l'espace, et l'inquiétude s'installe. Non seulement le récit fantastique suscite l'inquiétude en faisant place à l'inexplicable dans un monde où tout s'explique, mais encore, il intensifie ce sentiment, le mue en terreur en insistant sur le caractère maléfique des forces surnaturelles qui se manifestent dans le monde. Nous redoutons souvent ce que nous ne comprenons pas, et nous redoutons toujours ce qui peut nous causer du tort. Le récit fantastique fait de ces deux craintes une seule et même frayeur. Le héros, et le lecteur qui s'identifie à lui, étant confronté à des faits que sa raison ne peut expliquer et qui mettent en péril son équilibre mental, sa sécurité physique, sa vie même. Très souvent, le personnage principal est, jusqu'au dénouement, la victime des forces surnaturelles. S'il échappe au pire, à la mort, à la folie, le mal fait des ravages autour de lui. Au demeurant, il sait qu'il n'est jamais définitivement sauvé, puisque, dans l'univers qu'il croyait tranquille, les forces surnaturelles peuvent refaire irruption. Le danger n'est jamais écarté, une fois pour toutes. Le vampire, le monstre, la maison hantée ne sont jamais complètement détruits. Enfin, le récit fantastique présente souvent un protagoniste narrateur ou un témoin narrateur qui hésite sur l'interprétation à donner des faits dont il a été la victime ou le spectateur.
C'est une caractéristique qu'on ne rencontre pas dans tous les textes, et beaucoup moins dans le récit fantastique filmique ou dessiné, qui ne se prête pas aussi bien que l'écrit à l'expression du doute. Mais elle est néanmoins propre à un grand nombre de chefs-d'œuvre littéraires du genre en question. Le narrateur personnage, principal ou témoin, ou bien encore le héros si le narrateur ne fait pas partie de l'univers de l'histoire, vit dans un monde qui, nous l'avons vu, est soumis aux lois de la raison. Lorsque survient l'événement fantastique, il refuse d'en croire ses sens. Il est convaincu que les vampires, les maisons hantées, les objets qui s'animent, les matérialisations de la mort, la quatrième dimension, etc., ça n'existe pas. Il se dit que son imagination lui joue des tours, qu'il a rêvé, que quelqu'un lui fait une farce. S'il s'agit d'un événement rapporté par un tiers, il met en cause les superstitions d'autrui. Bref, aussi longtemps qu'il le peut, il nie la manifestation surnaturelle. Mais généralement, le phénomène fantastique se répète. Les indices de nature à faire admettre l'existence de ce qui ne peut exister se multiplient et le danger devient plus sensible. Alors, le doute s'empare du narrateur ou du héros. Entre deux interprétations des faits, il hésite. Il voudrait que tout ce qui se passe s'explique logiquement, raisonnablement. Cela le rassurerait. Mais son désir de se rassurer ne peut anéantir les terribles preuves de l'existence des forces surnaturelles. Dès lors, sa perplexité demeure, son inquiétude persiste, l'une comme l'autre partagée par le lecteur. Effrayante irruption du surnaturel maléfique dans l'univers gouverné par les lois de la science, hésitation d'un narrateur inquiet à déterminer la nature d'un événement qui défie la raison, tels sont les traits génériques du fantastique. Les historiens de la littérature datent l'essor de ce genre narratif de manière relativement précise. Il est né et s'est épanoui à l'époque romantique, c'est-à-dire, grosso modo, dans la première moitié du XIXe siècle. C'est alors que paraissent, en Allemagne, les contes d'Hoffmann, en France, les récits fantastiques de Théophile Gautier et de Prosper Mérimée, en Amérique, ceux d'Edgar Allan Poe, en Angleterre, ceux de Charles Dickens, en Russie, ceux de Nicolas Gogol. Quelques écrivains de premier plan ont cultivé le genre dans la seconde moitié du XIXe siècle, tels le français Guy de Maupassant ou l'américain Henry James. Et tout au long du XXe siècle, des fantastiqueurs de génie ou de grands talents ont perpétué la tradition. Ainsi les Belges Jean Ray et Thomas Owen, les Argentins Jorge Luis Borges et Julio Cortázar, l'Italien Dino Buzzati, les Américains Ray Bradbury et Richard Matheson, sans parler du très célèbre Stephen King. Pourquoi cette floraison de littérature fantastique dans la première moitié du XIXe siècle ? Le public de ce temps-là s'est-il soudain mis à croire aux revenants, aux sortilèges, aux présages de mort et autres superstitions ? Non, on ne peut affirmer que les lecteurs du XIXe siècle commençant se sont montrés plus crédules que leurs devanciers. On peut d'autant moins l'affirmer que c'est au sein du lectorat le plus cultivé que se recrutaient alors majoritairement les amateurs de fantastique. Mais en s'intéressant à ce genre de récit, ils réagissaient contre une croyance qui s'était largement répandue au siècle précédent, croyance selon laquelle la raison humaine était capable de tout expliquer. À l'époque romantique, on pense, au contraire, que la raison a des limites, qu'il existe des phénomènes dont elle ne peut rendre compte. Circulent alors toutes sortes d'hypothèses, d'opinions plus ou moins argumentées sur la vie de la matière, les relations entre notre monde et l'au-delà, les rapports entre le rêve et la réalité, etc. Ces hypothèses, ces opinions que la science moderne allait infirmer ou confirmer, la littérature fantastique les développait. Dans la seconde moitié, et surtout le dernier tiers du XIXe siècle, s'est manifestée une idéologie, c'est-à-dire un système de croyances et de comportements, appelé le scientisme, selon laquelle les faits humains s'expliquaient par des causes exclusivement matérielles, l'hérédité, le milieu de vie. En réaction à cette prétention excessive des savants, certains écrivains, dont les fantastiqueurs, se sont intéressés à la puissance de l'esprit, de la pensée.
Au cours du XXe siècle, les savants ont donné de notre univers une vision de plus en plus précise, de plus en plus complète, de plus en plus complexe. Ils ont par ailleurs progressivement abandonné leur prétention à rendre raison des conduites humaines par les considérations matérialistes exclusives de leurs prédécesseurs. Les progrès de la science et la relative modestie des scientifiques ont, en quelque sorte, rendu inutile le contrepoids du récit fantastique. Cependant, ce dernier n'a pas disparu, tant s'en faut. Il n'a pas disparu notamment parce que très nombreux sont les gens qui aiment jouer à se faire peur, qui ont besoin de ce jeu-là pour leur équilibre mental. Tous les êtres humains dans leur petite enfance ont éprouvé leur propre faiblesse et ont connu la peur. Peur d'être abandonnés, peur d'être agressés notamment. De ces peurs primitives, il reste quelque chose dans l'esprit de bien des adultes, et ces vestiges peuvent expliquer leur fascination pour les histoires à faire peur, les récits fantastiques entre autres.